Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Kenya fait ses adieux à Mwai Kibaki. L'ancien président est décédé il y a une semaine à l'âge de 90 ans. Ce vendredi, outre le gouvernement, de nombreux officiels et des ambassadeurs, une dizaine de chefs d'État et premiers ministres du continent étaient présents à ces funérailles nationales. Nous irons au Cameroun où la peur habite toujours. Des centaines d'éleveurs arabes chois à l'extrême nord du pays, victimes du conflit communautaire avec les pêcheurs Mousgoum. Le haut commissaire du HCR leur a rendu visite. À sa suite, notre correspondant Emmanuel Jultap. Que diriez-vous d'une nuit paisible dans un avion et sans zone de turbulence? Non, ça ne se passe pas dans les airs, mais avec Aérotel, un hôtel insolite aménagé dans un ancien avion de ligne. Romain Chanson y a passé la nuit pour VO Afrique. En culture, le musée de la Rumba en RDC, désormais ouvert au public à Kinshasa. Et c'est dans la résidence de Papa Wemba, l'une des icônes de cette musique décédée il y a 6 ans, que va désormais se raconter l'histoire de la rumba congolaise. Roger Muntu nous en parle dans Culture Hebdo. Bonsoir. Le Kenya organisait ce vendredi des funérailles nationales pour l'ancien président Mwai Kibaki, décédé une semaine plus tôt à l'âge de 90 ans et dont la décennie au pouvoir fut marquée par un renouveau économique, mais aussi par des scandales et des violences. Plusieurs dignitaires africains ont fait le déplacement pour rendre hommage à l'ancien président. Les Kenyans se sont également déplacés en nombre. On fait le point avec Dili Diko. Ce vendredi matin, déclaré jour férié, les bancs du stade national de Nyayo, au cœur de la capitale Nairobi, se sont remplis à l'occasion des funérailles de l'ancien président kényan Mwai Kibaki. Alors que le cortège funèbre approchait lentement, après avoir quitté le palais présidentiel, accompagné d'une procession des membres de la famille Kibaki et de soldats en grande tenue, des citoyens sont venus rendre hommage à l'homme d'État. Nous avons perdu un héros. C'était un père pour la nation, un économiste qui a fait revivre ce pays et a mis en place des stratégies qui ont permis à ce pays d'en sortir. Mwai Kibaki fut le 3e chef d'État kényan de décembre 2002 à avril 2013, succédant à 20 ans de régime autoritaire sous Daniel Arap Moi et précédant l'actuel président Uhuru Kenyatta. Le président Kenyatta, son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi que le sud-soudanais Salva Kiir étaient présents. À la tribune, les personnalités ont salué la contribution de Mwai Kibaki à la vie politique kenyane et son impact sur le pays. Des propos auxquels ont fait écho les Kenyans. Il a donné à nos enfants une éducation gratuite et j'espère que les autres présidents qui viendront après lui l'imiteront et continueront le bon travail qu'il a fait. C'était un homme bon. À son époque, l'économie se portait bien. Maintenant, nous souffrons. Nous le pleurons et que son âme repose dans la paix éternelle. L'ancien président Mwai Kibaki doit être inhumé samedi à Otaya, son fief du comté de Nyeri, où il s'était un temps retiré après son départ du pouvoir. Au moins 6 soldats ont été tués hier dans une attaque de rebelles dans le sud-est de la Centrafrique, en proie depuis plusieurs années à une guerre civile. L'attaque a eu lieu vers 4 heures du matin dans la ville de Nzako, à 700 km de la capitale Bangui, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au moins 3 rebelles ont également été tués. Les rebelles se sont repliés dans la brousse après avoir pillé donc la ville. Mais Gabin Boli Fouélé, député de la région, est d'avis qu'ils vont revenir. Le parlementaire pointe la responsabilité des rebelles, membres de la coalition des Patriotes pour le changement, créée à la fin de l'année 2020 pour renverser le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra.
La République démocratique du Congo n'est pas en guerre, c'est du moins la déclaration faite récemment par l'inspecteur général des finances, Jules Alingete Kei. Il a fait cette déclaration lors d'un forum d'investisseurs, le North Southern Investment Forum à Houston, au Texas, ici aux États-Unis. Des propos qui ont suscité un tollé dans son pays et lui ont valu une interpellation qu'il attend à l'Assemblée nationale dès son retour à Kinshasa. Ses services ont présenté des excuses et expliqué plutôt que ces propos ont été pris hors contexte puisque les investisseurs doivent savoir que la RDC vit malgré ce qui se passe à l'est du pays. Jules Alingete Kei a fait escale dans nos studios ici à Washington, où il s'est entretenu avec Marius Muhunga. Je vous propose de suivre cet extrait. Dans cette conférence, justement, c'est tout le monde qui en parle, c'est sur tous les réseaux sociaux congolais. Vous avez déclaré, je vous cite, vous avez dit qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Et ces déclarations fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Monsieur Alingete, qu'est-ce qui vous fait dire, alors que tout le monde sait ce qui se passe en RDC, vous dites qu'il n'y a pas de guerre? Vous comprenez la réaction des gens? J'aimerais tout d'abord que vous sachiez, je regrette profondément l'incompréhension que mes propos à Houston a entraîné dans les réseaux sociaux, mais néanmoins, nous avions voulu faire comprendre aux investisseurs qui étaient dans cette conférence que, en dépit de cette insécurité à l'est du Congo, le Congo est fréquentable sur le plan des investissements. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez dire que le Congo n'est pas un pays en guerre, M. Alingete. Non, nous avions, je pense que, M. Marius, il y a une chose que je dois dire. Un texte sans contexte est un prétexte. Donc, les gens ont voulu sortir mes propos de leur contexte pour l'exploiter, instrumentaliser les gens contre l'inspection générale des finances. Nous avions clairement dit que le Congo est un pays fréquentable sur le plan de l'investissement. Il ne faudra pas qu'on présente le Congo dans des forums d'investissement comme un pays en guerre où il ne faut pas venir investir. Je ne vais pas faire les jeux de certains de nos compatriotes qui prennent les loisirs de sillonner le monde pour lancer un message aux investisseurs de ne pas venir au Congo. Vous pouvez avoir des rancœurs contre le président de la République ou contre le gouvernement de votre pays, mais vous avez l'obligation d'aimer le Congo. Mais ce n'est pas parce que vous voulez que les investisseurs viennent que vous ignorez la situation de votre pays. Non, dire qu'il y a l'insécurité à l'est des pays qui cause la mort, la désolation, cela ne signifie pas qu'on ignore ce qui se passe à l'est de notre pays. Je voudrais également dire que demander aux investisseurs de venir au Congo, déclarer que le Congo est un pays fréquentable sur le plan des investissements ne signifie pas une négation de la situation d'insécurité à l'est de notre pays. Monsieur Alingete, avez-vous des ambitions politiques? Moi, je suis en train d'agir par la volonté politique du chef de l'État, de s'impliquer efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Je suis un haut fonctionnaire, un inspecteur général chef de service dans mon pays à rang de ministre, mais je reste un haut fonctionnaire. Je n'ai pas d'ambition politique et je l'ai dit toujours, vous ne me verrez pas ni candidat député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. C'est une fierté pour moi de terminer ma carrière et je vais me reposer. Replongeons-nous dans l'histoire. En 1972, une insurrection Hutu éclate contre les Tutsis du Burundi. La répression menée par le pouvoir Tutsi progresse rapidement en massacre systématique des membres de l'élite Hutu. En décembre 2021, la commission Vérité et Réconciliation mise en place par l'État a affirmé que les massacres de 1972 constituaient un crime de génocide et un crime contre l'humanité. 50 ans après, pour les Burundais, la douleur est toujours aussi vive. Jenny Kapumbu-Villa. Au Burundi, l'année 1972, surnommée dans les foyers Likiza, le fléau en langue nationale Kirundi, est resté un tabou dans la sphère publique. Le 29 avril de cette même année, le pays fait face à des massacres perpétrés par des extrémistes Hutus, représentant 85% de la population, contre les Tutsis, 14%.
notamment dans le sud du pays, faisant 100 000 à 300 000 morts. Laetitia Ngenakumana, aujourd'hui 60 ans, n'en avait que 10 lorsque son père a disparu dans ces massacres ethniques. Son monde ainsi que celui de sa famille Hutu s'est écroulé autour d'elle avec l'arrestation par le pouvoir Tutsi du chef de la famille au cadre dans une banque de Bujumbura, la plus grande ville du pays. On n'a jamais su où mon père avait été emmené. Ce que je sais, c'est qu'ils nous ont pris notre parcelle. Ils ont pillé tout ce qu'on avait. On a vécu une vie misérable et on a dû revenir à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, mariée et mère de 2 enfants, la douleur demeure toujours aussi forte. Cependant, elle a pu éprouver un sentiment de réconfort lorsque son père a été retrouvé et identifié grâce à ses 4 dents en or. Grâce à la mise en place en 2019 d'une commission Vérité et Réconciliation, CVR, qui qualifie les atrocités entre Hutus et Tutsis de génocide, des fosses communes sont rouvertes pour compter et tenter d'identifier les victimes touchées, principalement à Gitenga. Dans cette région, la CVR a creusé 9 fosses communes, exhumant les restes d'environ 7000 victimes. Vu qu'il s'agit d'un génocide commis contre les populations de l'ethnie Hutu au Burundi, il s'agit d'un génocide parce que l'État a planifié, a organisé, a mis en exécution ce génocide, parce que les moyens de l'État ont été utilisés. Mais la qualification de génocide ne fait pas l'unanimité. Certains dénoncent une instrumentalisation par le régime, désormais Hutu, et accusent la CVR de partialité pour avoir concentré ses recherches sur les sites où des Hutus étaient enterrés et ignoré ceux où se trouvaient des victimes Tutsis. Selon ce recteur d'université, le travail de la CVR manque de méthodologie et de contributions d'expertise internationale telles que l'ONU. Il faut quand même reconnaître qu'au Burundi, le conflit ethnique est une thématique, comment dirais-je, d'abord hautement instrumentalisée. C'est une thématique constante parce que du temps où les Tutsis étaient au pouvoir, la lutte ou l'évitement du péril des Hutus était une thématique constante. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, l'évitement du péril des Tutsis est aussi une thématique constante. Après 3 ans d'enquête, la CVR a publié en décembre dernier un rapport d'étape qualifiant ces massacres de génocide et de crimes contre l'humanité. Au Cameroun, plusieurs victimes du récent conflit communautaire entre des éleveurs arabes Choua et des pêcheurs Mousgoum dans l'extrême nord du pays sont encore gagnées par la peur. Ils hésitent à retourner dans leur village. C'est notamment le cas pour les 2000 déplacés internes arabes Choua d'un camp du HCR dans la commune de Bogo, au lieu-dit Archaniré, un village situé à plus de 1350 km de Yaoundé. Ils ont reçu la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À sa suite, notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap. Cette femme arabe et ses enfants vivent sous une tente dans le camp de déplacés internes du HCR. Par crainte de représailles de la communauté Mousgoum, elle a fui son village en décembre dernier. Ici, on essaie de survivre avec le peu d'aide que le gouvernement nous a accordé. Mais nous n'avons pas d'argent puisque nous n'avons pas de moyens comme quand on travaillait avant. Nous vivons au jour le jour avec ce que la population nous donne, ce que les gouvernements nous donnent et les aides que nous recevons. Certaines femmes s'initient aux activités agricoles grâce au soutien des ONG locales, comme dans ce champ de poireaux. Des internes qui veulent encore rester ici avec leurs enfants, malgré leurs conditions précaires d'apprentissage. Nous avons au total ici sur les sites 512 enfants enregistrés, mais ceux qui sont scolarisés, qui étaient d'abord à l'école dans leur village, ils sont à 319. Je pense qu'avec l'appui de la HCR, ça va aller en avant. Parce qu'ils nous ont promis beaucoup de choses en ce qui concerne les matériels didactiques et puis l'appui également à la formation des enseignants. La région de l'extrême nord est aride. À l'origine du conflit, les pêcheurs Mousgoum ont creusé des piscines pour capter l'eau et retenir les poissons. Sur le même espace, les éleveurs arabes ont besoin de points d'eau pour leur bétail, parfois pris au piège dans des trous
Dans n'importe quelle société, il y a des moments où on n'arrive pas à se contrôler. Mais depuis qu'ils sont là, la manière dont nous gendarmes derrière eux font qu'ils prennent un recul. Aujourd'hui, la paix est en train de revenir malgré le déplacement de certains. La réconciliation entre les communautés est la solution préconisée par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés lors de sa visite dans ce camp de déplacés internes. J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux. Ils sont un peu dans l'incertitude. Plusieurs ont eu leur maison pillée, détruite, brûlée, donc ils hésitent. Mais je pense qu'il faut les accompagner, c'est-à-dire le gouvernement va les accompagner et nous, on va appuyer l'action du gouvernement dans ce sens-là. En août, puis en décembre 2021, des affrontements entre éleveurs arabes chois et pêcheurs mousgoum ont fait au moins 67 morts et des centaines de blessés dans la région. Emmanuel Jelutap pour VOA Afrique, Ardjaniré dans l'extrême nord du Cameroun. Et puis, le président indonésien Joko Widodo annonce avoir invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui doit se tenir en novembre en Indonésie. J'ai invité le président Zelensky à participer au sommet du G20, a déclaré le président indonésien, suggérant qu'un compromis avait été trouvé à la suite des pressions des Occidentaux pour exclure la Russie du groupe depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de culture avec Roger Muntu. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Roger Muntu, un rendez-vous hebdomadaire. Donc, bonsoir Roger. Tom Cruise dévoile la suite de Top Gun en équilibre sur un avion en vol. Exactement, John. C'est juché en équilibre sur un biplan en vol que Tom Cruise a dévoilé jeudi en avant-première mondiale Top Gun Maverick, deuxième volet du film à succès sorti en 1986. La suite de Top Gun reprend l'histoire de Maverick, pilote d'élite incarné par Tom Cruise une trentaine d'années après le film original. Sa sortie était initialement prévue en 2020, mais elle a été repoussée à plusieurs reprises à cause de la pandémie de coronavirus. Tom Cruise, 59 ans, a représenté son film via un message vidéo aux participants du cinéma Con de Las Vegas, grand-messe annuelle des propriétaires de salles de cinéma. Réputé pour sa capacité à effectuer lui-même un grand nombre de cascades, s'est perché sur un avion en plein vol au-dessus de l'Afrique du Sud qu'il s'est adressé à eux. Top Gun Maverick voit aussi le retour de Val Kilmer qui incarnait le rival Iceman dans le film d'origine. Il y fait une apparition, une performance particulièrement poignante puisque l'acteur a perdu l'usage de sa voix à la suite d'un traitement pour un cancer de la gorge. Moi, je suis impatient de voir ce film, John. Alors, l'écrivain russe Ludmila Ulitskaya reçoit le prix Formentor. Oui, exactement, une bonne nouvelle. Effectivement, la romancière Ludmila, engagée contre Vladimir Poutine, est souvent pressentie pour le Nobel, a reçu jeudi le prix Formentor pour l'ensemble de son œuvre, a annoncé le jury de ce prix littéraire. La romancière de 79 ans a été récompensée pour le souffle narratif puissant avec lequel elle enregistre les émotions les plus subtiles de l'âme humaine, pour la sensibilité avec laquelle elle raconte l'époque de personnes
personnes jetées dans le labyrinthe du monde pour la délicatesse avec laquelle elle réhabilite la dignité d'hommes et des femmes aussi soumis au sort despotique du malheur, a indiqué aussi le jury dans un communiqué. Elle est prise de liberté d'expression. Ludmila Ussika est l'une des rares écrivaines russes contemporaines à avoir conquis un public étranger, John. Et voilà. On doit le dire aussi qu'elle aime aussi, John, tenir tête au Kremlin en défendant les opposants emprisonnés ou poursuivis. Elle a quitté la Russie, on doit le mentionner ici, après l'invasion de l'Ukraine le 24 février, qu'elle dénonce d'ailleurs régulièrement, John. À présent, un clin d'œil aux fans de Papa Wemba pour clore ce segment, Roger. À Kinshasa, sa résidence devient un musée de la rumba. Très bonne nouvelle en tout cas, John, surtout avec l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis le 14 décembre 2021. C'est une très bonne chose en tout cas. Le lieu a accueilli ses premiers visiteurs dimanche dernier et c'était full comme d'habitude. Le 24 avril, le continent commémorait les 6 ans du décès de Papa Wemba après un malaise sur scène alors qu'il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo. FEMUA à Abidjan, Côte d'Ivoire, un des plus importants festivals de musique d'Afrique de l'Ouest. Au même moment, à Kinshasa, la ministre de la Culture, Catherine Katungu, procédait à l'ouverture du musée de la rumba. C'est ici que va désormais se raconter la rumba congolaise par la parole, par les photos, par les vidéos, par la musique, par la sculpture, par les danses, par les textes poétiques, des recherches et des archives, a déclaré la ministre. Présente à cette cérémonie, Assal Fo, leader du groupe ivoirien Magic System et commissaire général du FEMUA, a souhaité que toutes les formes artistiques soient représentées dans ce musée. Papa Wemba était un artiste complet, dit-il. A-t-il dit, avec plus de 40 ans de carrière musicale, Papa Wemba était compté parmi les plus grandes figures de la rumba congolaise et l'un des précurseurs du mouvement de l'ASAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Le chanteur est d'ailleurs à l'honneur du prochain FEMUA qui se tiendra du 10 au 15 mai à Abidjan et San Pedro. Et voilà, John, c'est tout ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs. Et j'ai vu votre photo avec Papa Wemba. Merci, Roger. Et à vendredi prochain, bien Merci sûr. beaucoup, John. Alors, vous pensiez toujours, je me tourne sur cette caméra, Roger, vous pensiez toujours mal dormir dans les avions, pas avec Aérotel. Ce n'est pas une compagnie aérienne, mais un hôtel insolite aménagé dans un ancien avion de ligne. Âgé de 40 ans, l'avion connaît une retraite paisible à Hoedspruit, dans le nord de l'Afrique du Sud, où la cabine a été réaménagée en 6 chambres. Prix d'une nuit pour un couple, $220. Romain Chanson y a passé la nuit pour VO Afrique. Reportage à Hoedspruit, donc, dans la province du Limpopo. Un avion semble s'être posé dans la brousse. Bill, c'est son nom, est un Boeing 737 qui a volé en Australie, aux États-Unis ou en Afghanistan avant de se poser définitivement dans le nord de l'Afrique du Sud, où sa carlingue a été transportée par camion en 2019. Objectif, le transformer en hôtel haut de gamme. 18 mois plus tard, voici le résultat. Voilà à quoi ressemblent les chambres. Elles sont à peu près toutes pareilles, construites en miroir les unes des autres. On utilise les compartiments à valises comme placards pour ranger des affaires, comme une couverture si quelqu'un a froid. Ici, on a les cintres, ici de l'espace supplémentaire, là le miroir, un mini-frigo et un coffre. L'espace est restreint, mais on a essayé d'en faire quelque chose d'original et d'unique. La douche est petite, mais elle dispose de tout le nécessaire. Alors que dans un avion normal, vous êtes mal assis avec des gens autour de vous. Ici, vous pouvez vous détendre et bien dormir. Personne ne vous dérange. C'est très mignon. Cette famille, originaire de Johannesburg, est simplement venue pour boire un verre, mais elle en profite pour visiter l'avion hôtel et découvrir son côté ludique. Vous pouvez notamment marcher sur une aile, mais l'attraction principale réside dans le cockpit. Il est en effet possible de prendre la place du commandant de bord. On décolle. Où voulez-vous voyager? On s'envole pour Bali.
Je voyage beaucoup, alors je dois souvent affronter ma peur de l'avion. Mais ici, c'est différent, je peux en profiter. Pouvoir siroter un cocktail depuis un siège d'avion devant un coucher de soleil africain, c'est une première pour moi. Un projet similaire existe à Stockholm, en Suède. Un 747 Jumbo Jet a été reconverti en hôtel bon marché, mais ici c'est un projet plus luxueux, imaginé par un couple de promoteurs immobiliers, Martin et Tracy Dandenen, dont l'ambition principale était d'offrir quelque chose d'unique. On avait envie de reconstruire ou plutôt réaménager, recycler un avion qui était destiné à la casse. Quand on a trouvé celui-ci, c'était le modèle parfait. Ce qui marque le plus, c'est l'originalité du projet. Quand les gens visitent, ils sont surpris par ce qui a été accompli. Depuis, on a acheté un deuxième avion. Un nouvel avion a fait son apparition en juin 2021. Sal, c'est son nom, est l'ancien avion du président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Ce Boeing 727 va être transformé en hôtel privé de 3 chambres. L'avion tout entier sera mis en location pour réaliser un rêve encore plus fou, dormir dans un avion présidentiel. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Merci, Chanson. Pour les musulmans du monde entier, cette année marque le 3e Ramadan qui a lieu pendant la pandémie. Ici aux États-Unis, c'est le premier où la prière et les repas en congrégation peuvent avoir lieu sans restrictions strictes liées au Covid-19. Youni Salim de la Voix de l'Amérique a visité une mosquée communautaire dans la banlieue de Washington, D.C. Son reportage est relaté ici par Claire Morin-Gibour. Le Ramadan a toujours été une fête communautaire pour les musulmans. Cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, les fidèles peuvent réellement se rassembler pour la prière et la rupture du jeûne, l'iftar, au coucher du soleil. Ici, au centre Imam, créé par la diaspora indonésienne à Silver Spring, Maryland, pour la première fois en 3 ans, les organisateurs ont dû vérifier s'il y avait assez de nourriture et de boissons pour les croyants. Le plus difficile est de deviner combien de personnes seront là. Les 2 dernières années, nous avions un nombre de personnes limité pouvant venir en raison à la pandémie. Contrairement aux années pré-pandémiques où l'iftar communautaire suivi de prières de Tarawih avait lieu tout au long du mois de Ramadan, le centre Imam ne tient l'iftar communautaire que les vendredis, samedis et dimanches. Seule la prière a lieu tous les soirs. C'est suffisant pour de nombreux fidèles après des années à rompre le jeûne ensemble en ligne. C'est réconfortant de voir tout le monde, de rompre le jeûne ensemble. Oui, c'est un vrai plaisir d'être ici, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de prière du crépuscule. Bien que fondée par des Indonésiens dans la région de Washington, D.C., les activités du Ramadan du centre Imam sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer. Souer, une Syrienne américaine, goûte pour la première fois à la cuisine indonésienne. Beaucoup de plats sont à la base de riz et avec de la viande, donc c'est comme à la maison. Le Ramadan est aussi une période d'études religieuses et de contemplation. Pour ces activités, la mosquée utilise toujours des méthodes d'apprentissage en ligne développées pendant la pandémie. C'est une version hybride maintenant. En semaine, il est difficile d'avoir des volontaires car ils travaillent. Et les aires de bureau sont si proches des aires de l'iftar. Nous avons donc poursuivi les activités en ligne. La plupart des Indonésiens suivent la décision du Conseil fiqh d'Amérique du Nord et ont commencé à jeûner le 2 avril. L'Aïd al-Fitr, la célébration mettant fin au jeûne d'1 mois, est prévue le 1er mai. Rendez-vous prié, fin de ce journal. Bonsoir à tous. Je suis Emmanuel Jultap à Yaoundé pour VOA Afrique.